Vous regardez les yeux dans les jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Salut à tous, bienvenue dans ce 16e numéro des Yeux dans les Jeux, l'émission du service des sports de Nice Matin, consacrée à la préparation de nos athlètes pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques de Paris 2024. Avec moi en plateau, Romain Laronche, journaliste au service des sports de Nice Matin. Salut Romain. Salut Christopher. Aujourd'hui, on reparle athlétisme comme on l'avait fait sur nos premiers numéros avec Alessia Zarbo. Elle est antiboise, spécialiste du demi-fond et plus particulièrement du 10 mm. Merci Alessia d'être avec nous et bienvenue. Merci de me recevoir. Alors, Romain va faire une courte présentation de toi dans quelques instants, mais il faut le dire, tu viens tout juste d'avoir une très bonne nouvelle. Tu devrais participer aux Jeux Olympiques de Paris, on va en parler, mais je laisse d'abord Romain faire une courte présentation de toi. Donc Alessia, merci d'être sur le plateau. Donc tu as 22 ans, tu es né à Antibes et licencié au Nice Côte d'Azur athlétisme depuis environ 10 ans. Tu as débuté par le triathlon à l'âge de 10 ans, mais tu te spécialiseras dans la course à pied et le demi-fond, avec des titres de championne de France de cross, de 3,1 mètres. Tu as même un titre de championne du monde du 1500 scolaire. Tu as rapidement compris que c'était dans cette discipline que tu avais les meilleures chances de réussir, le demi-fond ? Ouais, c'est ça. Je pense que quand on est petit, on suit un peu son instinct peut-être plus facilement que quand on est grand. Et j'ai tout de suite vu que c'est la course à pied qui me plaisait le plus, qui via les petits crosses des écoles, etc. J'aimais vraiment courir. Les petites victoires au fur et à mesure ont fait que c'est la course à pied dans laquelle je me suis spécialisée. Mais j'aimais bien, j'ai toujours bien aimé quand même nager et faire du vélo, parce que c'est un peu le sport qui m'a mis dans le sport, on va dire. Ok. Donc en 2019, tu pars aux États-Unis, tu es sélectionné dans l'université de l'Oregon et de son équipe d'athlétisme. Là-bas, tu poursuivras ta progression. Avec la preuve, tu enchaîneras des multiples records de France chez les jeunes, du 5000 mètres et du 10 km route chez les juniors, du 10 000 mètres chez les espoirs, et il y a même un titre de championne de France élite du 5000 mètres. Diplômé de retour en France ces derniers mois, donc Christopher l'a évoqué, te voilà qualifié pour les Jeux de Paris grâce à tes performances, à ta 6e place mondiale à Ranking List sur le cross-country. Donc c'est vrai, ça, c'était vraiment la bonne nouvelle des dernières semaines, là. C'est ça, exactement. Ça a été un long périple pour en arriver jusque-là, sans parler des dernières années, mais rien que dans les derniers mois, parce qu'effectivement, le cross, c'est le cross qui m'a qualifié ou me qualifie potentiellement. Faut savoir que la sélection officielle sort que le 8 juillet, donc on ne peut pas C'est s'avancer superstitieuse trop. par rapport à ça. En fait, je pense qu'il y a eu tellement de hauts et bas dans une possible qualification, puis c'était compliqué, puis que j'ai peur d'être déçue aussi. C'est que de la superstition ou peut-être parce qu'aussi d'autres athlètes pourraient performer sur 10 000 et du coup te faire sortir des places un peu qualificatives? Athlète française, non. Ok. Athlète française, non. Aujourd'hui, C'est plus de la superstition alors. C'est plus avoir la confirmation. Bon, évidemment, donc de World Athletics, le ranking cross est terminé aujourd'hui. Il s'est terminé au 30 mars avec les championnats du monde. La fédération, sur le 10 000 mètres, il n'y a pas de critères de sélection en plus que les critères de sélection World Athletics, mais sur toutes les autres disciplines, les athlètes ont des critères à remplir, que ce soit participer au championnat de France, être dans le top 3, faire certains minima. Donc voilà, il ne faut jamais crier victoire avant de... Mais évidemment, aujourd'hui, je sais, et ça me remplit de bonheur, savoir que tous les feux sont au vert normalement. Cette qualification, tu es allé la chercher, mais tu as aussi mis ton corps à rude épreuve. Tu as eu une fracture de fatigue au fémur. Tu as serré les dents là, pendant toute cette période qualificative? Oui, effectivement, j'ai eu une fracture de fatigue au fémur en octobre 2023. Alors, c'était pas la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que c'est pas ma première fracture de fatigue. Je commençais à apprendre à me connaître, savoir que je savais comment maintenir au mieux ma forme, ce que j'étais capable de faire, comment mon corps pouvait récupérer aussi.
Donc on a mis quelques petites choses en place pour que sur les crosses donc qui étaient très proches de mon diagnostic, je puisse les faire sans avoir perdu trop la forme. Le fait que après, les après-courses ont été un peu difficiles, mais l'adrénaline des courses ont fait que j'avais pas de douleur pendant Enfin, je sentais quelque chose, mais j'avais pas une vraie douleur. Donc ça m'a permis de performer sur ces quelques crosses-là, de pouvoir récupérer et refaire de nouveau quelques crosses en début d'année. Mais c'est vrai que ça a été un peu du last minute, spontané, rafistolage. Mais j'ai la chance d'être très, 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 très bien entourée. Et ça m'a permis de quand même courir. Donc tu le disais, tu as eu pas mal de fractures de fatigue au Ouais. cours de ta carrière, il y en a eu 4. Et là, ce qui est un peu fou aussi, c'est que sur les différentes courses auxquelles tu as participé, tu en as couru certaines blessées. Et une de ces courses a été retenue parmi les 3 qui font que tu as ton classement, que tu es 6e après de la ranking list sur justement le cross. Ouais. C'est costaud ça quand même. C'était Bah, pas je simple. pense que donc j'avais fait quand même vraiment 2 bons mois d'entraînement, août, septembre, octobre, parce que je revenais d'une fracture de fatigue suite au championnat d'Europe à Munich en 2022 au pied, qui a mis beaucoup de temps à guérir. Et je pense que vraiment, j'avais fait un super travail, super bien entouré ces 12 semaines-là, en fin d'été. Et le corps, il oublie pas si rapidement. Enfin, des fois, on a l'impression, on se dit, mais en 2 semaines, on va tout perdre. Mais il y a certaines choses que, au fur et à mesure, et des années et des semaines, que le corps, il l'acquit. Et puis, des fois, il y a un petit quelque chose qui fait qu'on y arrive. Du coup, quel sera l'objectif à Paris sur ce 10 000 au Stade de France? C'est une belle question. Il y a plein d'idées, plein d'ambitions derrière. Comme on vient de le dire, c'est que là, j'ai eu quand même pas mal de petites blessures. À la suite des crosses aussi que j'ai fait en janvier, je pense que j'ai réussi à faire ces crosses, mais le corps a eu un peu de mal derrière à récupérer. Mais donc là, je repars sur une dynamique d'entraînement. Là, je reprends un petit peu, suite à cette sélection avec mon entraîneur, on a dit, là, on refait vraiment des bonnes bases, etc. Et je pense que d'ici quelques semaines, j'aurai une meilleure idée de exactement où j'aimerais en être en août. Ce que je sais, c'est que je veux vraiment tout mettre en place pour être à 100% de mon potentiel à ce moment-là. De manière un peu plus concrète, pourquoi pas le record de France ? J'ai pas envie de me mettre d'attente. Et puis bon, pas non plus d'attente chronométrique parce que c'est pas une course au chronomètre sur des grands championnats comme ça. Mais évidemment que si la course se passe bien, le chrono suivra avec. C'est quoi le record de France ? Le record de France, c'est 31-35 par Christelle Donné en 2012. Et ça me paraît quelque chose d'atteignable. Alors, est-ce que là, atteignable dans les 3 mois, 4 mois qui viennent ? Ton record, toi, c'est 32-28. Hein. 32-28, 57. ouais, que j'avais réalisé lors de mon tout premier 10 000 aux États-Unis en mai 2022. Et donc à voir, mais je pense qu'il y a aussi, ce que je prends en compte, c'est qu'il y aura l'effet Jeux Olympiques qui, à mon avis, n'est pas négligeable. Tu as progressé depuis. C'est ça, exactement. Même si j'ai eu beaucoup de step back, et je pense que mon corps est plus fort, bien plus fort qu'il y a 2 ans. Par rapport justement à ce que tu évoquais à l'instant, sur ce premier 10 000, Ouais. tu te lances un peu au hasard comme ça, tu es à Eugene, tu fais tes études, tu t'entraînes aussi en même temps, et tu te dis, tiens, je vais me mettre un peu sur un 10 000, bim, record de France Espoir qui tombe. Et puis pas qu'un peu, tu le pulvérises, tu te dis, ok, il y a peut-être quelque chose à faire dans cette discipline. Ouais, c'est vrai que ça a été un petit peu... alors, j'ai pas envie de dire la chance du débutant, parce que je pense pas que l'athlétisme, ce soit beaucoup de la chance. Enfin, et puis, de toute façon, la chance, ça n'existe pas, ça se provoque. Non, je rigole. Mais mon père joueur de poker, donc le facteur chance, on le discute à la maison. Mais c'est vrai que en fait, je l'ai fait lors d'une course qui s'appelle Pac-12, où en fait tout le monde doit faire un maximum de courses pour apporter un maximum de points. Donc les coureurs de demi-fond, on fait tout le 10 000 et le 5 000. Le 5 000, même les coureuses de 800 mètres, elles le font. Donc pour vous dire qu'elles sont passées 2 tours à 7 tours et demi, ça leur a paru interminable. Mais j'étais pas spécialement partante pour faire le 10 000 mètres. Ma coach de l'époque disait si, il y a quelque chose à faire. Bon, je dis bon, je le fais. De toute façon, en plus c'était chez nous, c'était dans notre stade, etc. Et
Et vraiment, je l'ai fait sans réfléchir. J'avais aucune idée de chrono, aucune idée de l'allure. La différence avec les courses en France, c'est qu'on était beaucoup. Donc, il y avait vraiment il y avait une cohésion. Une grosse émulation. Ouais, et une émulation et cohésion dans la course. Et tout s'est fait très, très, très facilement. Enfin, j'ai pas du tout le souvenir d'avoir souffert pendant cette course. Et quand je passe la ligne d'arrivée, en fait, j'avais aucune idée de ce que le chrono représentait parce que j'avais jamais fait de 10 000 mètres, j'avais pas spécialement d'idée. Enfin, j'avais fait un 10 km route, donc. Mais j'avais pas spécialement fait attention et c'est que après qu'on m'a appelé, on m'a dit que c'était un record de France et j'étais. Ah bon. Bon, bah. Je me savais en forme. Bonne Tu surprise. connaissais pas le chrono du record de Non, bah en France, fait, comme je l'avais fait, pas du tout dans l'optique de performance pure. Il n'y avait pas eu de travail en amont pour savoir quel temps il fallait battre ou autre. Non, pas du tout. J'avais pas fait de séance spécifique pour cet entraînement-là. Je savais que j'étais très bonne aérobiquement à ce moment-là et que j'avais quand même de la vitesse parce qu'on a fini très vite sur cette course-là. Donc je me dis oui, je vois qu'il y a un peu tous mes secteurs qui sont pas mal, mais j'avais aucune idée de ce que ça pourrait donner. Et des fois, et je pense que c'est un peu ça aussi des fois qui fait qu'on performe, c'est on se pose pas de questions et le plus j'avance dans ma carrière et le plus je me dis il faut garder presque cette innocence de l'enfance, ou alors sans courir comme des débiles et quand on dit top, on donne tout. Mais c'est vrai que tout, même mon 10 km route où du coup je fais le record de France junior, c'est d'ailleurs mon seul. Ah non, j'en ai fait un, il n'y a pas 30 ans. C'était mon tout premier 10 km. Pareil, le 5000 mètres, c'était mon deuxième. Donc parfois, l'innocence du début, on se fait confiance et ça paye, ouais. Justement, je me demandais, est-ce que sur le 10 000 mètres, tu as le temps de penser à certaines choses? Est-ce que on a tendance à dire que c'est une des épreuves les plus dures de l'athlétisme. Est-ce que t'es en souffrance du début à la fin? Comment ça se passe? Alors, ce que j'adore du 10 000 mètres, c'est qu'on a le temps de penser, on a le temps de... Franchement, les garçons, ça va un peu plus vite, mais les filles, on va pas se mentir, ça va pas non plus. C'est 25 tours. C'est 25 tours. Et on va à une allure qui nous permet d'être vraiment confortable et consciente de tout ce qui se passe autour. Je crois que tu as tendance à dire il y a les 15 premiers tours et les 10 derniers. C'est ça. Quand on se dit toujours voilà, bientôt qu'un chiffre. Donc quand on arrive à 9, ça devient facile. Mais globalement, il faut être en aisance, entre guillemets, hein, parce qu'on n'est pas non plus en footing, mais jusqu'à 7 km et que c'est vraiment les 3 derniers kilomètres où ça devient dur. J'avais fait sur le 10 km, c'est un petit peu pareil. J'avais fait un 10 km récemment à Tours et en passant au 6e kilomètre, je trouve que je me souviens m'être dit « Ah ouais, là, je devrais pas être comme ça à 6 km, là, ça va être dur la fin. » Et effectivement, ça a été dur. Mais tu penses à quoi alors du coup pendant ta course? Alors, si je me souviens les championnats d'Europe par exemple, j'avais beaucoup de spectateurs qui étaient là. Bon, en plus de l'équipe de France, j'avais de la famille qui était venue, etc. Et du coup, chaque tour, je me dis je les verrai le prochain tour. Et c'est vrai que c'est aussi ça qui est sympa. Enfin, je trouve qu'on a vraiment le temps de profiter et de se dire là, je fais quelque chose de sympa, quoi. Okay. Ou alors des maths. J'aime bien les maths. Donc, comme il y a souvent 2 horloges, je me dis, si on court 38,7 au prochain, je passerai en... Ah, tu penses quand même au chrono, quoi. Ouais, mais plus pour faire passer le temps. Tu déconnectes, mais en même temps, t'es là. Ouais, okay. C'est ça. C'est une question qu'on pose à tous les athlètes qui viennent ici. Est-ce que les Jeux en France, c'est le rêve d'une vie? Franchement, je pense que ouais. Je pense que les Jeux, de manière générale, pour tout athlète et spécialement dans de l'athlétisme, ça reste un petit peu le sport fondateur des Jeux Olympiques. C'est un objectif d'une vie et en France d'autant plus, ouais. Et Paris, quel lien tu entretiens avec la ville et le Stade de France, qu'est-ce que tu en penses? Alors, le Stade de France, j'y suis jamais allée. Ok. Je pense que c'est... Ouais. Non, j'y suis jamais allée si on veut m'inviter à un match. Ouais, je suis preneuse. Mais j'ai hâte de découvrir. Et Paris, je suis française et très fière de l'être. Et je suis une vraie amoureuse de Paris. J'habite partiellement à Paris. J'ai une partie de ma famille qui travaille un peu à l'INSEP aussi avec Adrien Taoudji, qui est un coach là-bas. Qui est là-bas. Mon père et ma petite sœur habitent partiellement à Paris. Donc j'ai l'habitude de beaucoup monter. Et
Et je pense que vraiment, je souhaite à tout le monde qui vit dans ce monde d'aller un jour à Paris et juste prenez 2 heures et marcher. Et franchement, J'adore. j'y vais tout le temps et je m'émerveille à chaque fois. Je me dis, mais comment est-ce qu'on a fait une ville aussi belle, aussi condensée, aussi... Enfin, ouais, vraiment... J'adore cette ville. ouais. Je voulais évoquer un peu avec toi aussi les jeux et plus particulièrement tes souvenirs d'enfance. Quels souvenirs d'enfance tu as avec les Jeux Olympiques? Est-ce que tu avais des idoles, des moments qui t'ont marqué? C'est une bonne question, ça. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'idoles, ou d'idoles, de grands idoles. Je dirais que moi, mes idoles, c'est peut-être plus des gens que je prends en exemple dans mon entourage plus ou moins proche. Les Jeux Olympiques, alors je sais pas pourquoi. Là, c'est venu comme ça, je pense à Michael Phelps. D'accord. En Parce que natation. tu aimes bien la natation et ça te Ouais. parle aussi, c'est une légende. Et c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a prouvé quelque chose, qui a fait quelque chose. C'est qu'on le pensait nageur pas. le plus titré de l'histoire C'est des ça. Jeux. Et il avait dit quelque chose dans une interview en fait qui m'a marqué, je pense à la suite, que quelqu'un lui avait, je sais plus ce que c'était la question, mais il avait dit pour faire quelque chose d'exceptionnel, il faut faire les choses différemment. Parce que je sais pas, il lui avait évoqué quelque chose sur son entraînement ou sa quantité d'entraînement. Et alors ma maman aime bien dire que je suis différente. Et du coup, et ça avait vachement résonné avec moi ce qu'il avait dit. Je me suis dit, ouais, en fait, oui, pour faire quelque chose Il de... n'y a pas une seule voie pour réussir. C'est ça, il n'y a pas une seule voie pour je réussir. suis peut-être et- singulière sur certains aspects. Et C'est ça, exactement. Cultivons ça, quoi. C'est ça. Ok. Inspirant. Ouais. Côté. Tu parles Michael Phelps, donc toi tu as fait une partie de tes études à Eugene dans l'Oregon. Qu'est-ce que tu as appris de cette expérience américaine? Je dirais que ça m'a apporté beaucoup de choses. Alors, sur le plan sportif, à long terme, je dirais beaucoup de petites mises en place, de petites routines pour, malgré ma fracture de fatigue, pour la prévention de blessures, pour un corps fort. Même sur l'aspect mental, ils sont un peu peur de rien. Des fois, un peu trop. Des fois, ils sont un peu trop dans le blabla. Les Américains, les Français, on est peut-être trop directs des fois, mais les Américains, trop dans le blabla. Et après, humainement, beaucoup. Je pense que je me suis beaucoup construite en tant qu'adulte là-bas. Et d'avoir... T'es ouverte, t'es sortie de ta zone de confort Ouais, un peu. vraiment. Oui, je pense que même si socialement, la France, on est bon, enfin, je trouve que notre vie sociale est super en France. Moi, d'être là-bas, ça m'a ouverte l'esprit sur beaucoup de choses, ouais. Et dans mon équipe, on avait beaucoup d'internationaux. Et de voir plein de cultures différentes, je pense que ça m'a amenée à être peut-être plus tolérante sur certaines choses. Tu parles parfaitement anglais en plus. Maintenant. Voilà, maintenant c'est vrai que ça c'est un plus, que ce soit dans la vie, dans ma vie de tous les jours, dans ma vie sportive, dans ma vie, dans le travail, dans plein de choses. On a une petite surprise, c'est l'heure de la petite surprise, Alessia. Il va falloir que tu regardes l'écran qui est juste en face de toi. Quelqu'un qui te connaît très bien a une toute petite question à te poser. Coucou Alessia, petite question surprise pour toi. Quel serait ton rêve en tant qu'entrepreneuse et comment les sports que tu pratiques, tes valeurs, peuvent t'aider à les réaliser? Alors, on va le dire, c'est ton papa, C'est mon papa. la famille est d'origine italienne, d'où le petit accent. Il veut savoir un peu quel est pour toi l'avenir dans l'entrepreneuriat. On va le dire, tu as un diplôme en business administration avec la finance et le management comme spécialité. Donc, c'est pas un petit diplôme, c'est sympa ce que tu as validé à Eugene. Quel est un peu pour toi, voilà, la suite avec ce diplôme? Est-ce que tu as des rêves comme le demande ton papa? Ouais, alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées cette année. Je pense que tout le côté entrepreneuriat et un petit peu le diplôme que j'ai fait, que j'ai d'ailleurs beaucoup aimé, vient de mon papa, qui lui a monté une entreprise il y a déjà presque 20 ans maintenant. Et en août 2023, du coup, j'ai lancé une entreprise, enfin commencé à monter une entreprise, je ne peux pas dire lancer parce que en France c'est très long de monter une entreprise, il y a certes plein de barrières auxquelles je ne m'attendais pas. C'est dans la conciergerie? C'est dans ça la conciergerie, exactement. Je propose des hébergements. Je permets aux joueurs de poker que lorsqu'ils partent en tournoi, comme les sportifs quand ils partent en compétition, d'avoir un logement. Donc pour ça, je négocie des contrats avec des hôtels sur lesquels je prends une commission. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, mon rêve, ce serait de me dire
j'ai monté quelque chose qui tient, qui réussit, dans lequel je m'épanouis. Et non seulement ça m'apporte quelque chose à moi, au-delà de l'aspect financier, mais en plus, ça apporte quelque chose aux autres et à ceux qui veulent réussir aussi. Ouais, je dirais L'idée, c'est que ce ça. soit durable et que ça fonctionne bien, que ça apporte quelque chose aux gens. C'est ça. Ok. Et que ça me valorise comme ça valorise les autres. Alors, on revient sur le sport, on évoque la famille. Il y a quelque chose d'atypique dans la vôtre, c'est que c'est toi qui as mis tes parents au sport et non l'inverse. C'est ça. C'est vrai que souvent, on me demande si mes parents étaient sportifs. Alors, si on écoute mon père, il a fait de l'athlétisme, il a dû gagner les Jeux de Sicile, parce qu'il est sicilien, du sud de l'Italie. Il a gagné les Jeux de Sicile quand il avait 8 ans. Bon, Tu crois pas? j'y crois. T'es sceptique. À moitié oui, soi-disant 400 mètres en lactique. Bon, ouais, on lui dira pas. Mais C'est toi qui as mis tout le mais monde un c'est peu à la vrai famille, notamment ta maman. que ouais, on a une famille très soudée et mes parents m'ont toujours soutenue dans tous mes projets d'ailleurs, dans le sport et m'ont suivi. Et alors mon père ne court pas mais me suit beaucoup et ma mère qui a fait toujours la natation, ça lui a donné envie de se mettre à courir comme ça de temps à autre. Du coup on fait partie du même club de triathlon. Et c'est un peu, j'aime bien lui dire à maman que c'est mon bébé du sport. Quand au tout début, elle avait commencé à courir, à chaque fois qu'elle allait aux entraînements du club, moi j'étais stressée. Je me disais si elle aime pas et qu'après elle boude, je vais m'en vouloir. Ouais, quand elle fait une course, je me dis si elle fait un chrono nul et qu'elle est déçue, je vais m'en vouloir. Mais c'est sympa de partager. La coach. Ouais, c'est ça, j'ai fait des petits... En entraînement. Exactement. Bah, elle a le club, Ok. mais ouais, c'est sympa de pouvoir partager ça aussi. Ça permet d'avoir une famille investie aussi, qui comprennent beaucoup. Je pense Ouais, aussi. tu comprends ce que Ouais. tu vis au quotidien. À 14 ans, par contre, tout aurait pu s'arrêter. Tu t'es retrouvé avec un diagnostic compliqué où on te dit, un docteur te dit, voilà, à toi comme à tes parents, il va falloir que tu arrêtes la course à pied. Tu souffres à ce moment-là d'une ischymolyse. C'est en fait une fracture au niveau d'une des vertèbres. Tu vas te retrouver à porter un corset pendant 1 an et demi. Finalement, grâce à ça, tu vas pouvoir recourir. Un médecin te propose ce traitement-là et puis ça fonctionne. Comment tu as vécu cette période compliquée, j'imagine? Bah, effectivement, donc ça, j'avais 13-14 ans. Alors, paradoxalement, je m'en souviens pas beaucoup. Je me souviens juste effectivement, du médecin qui m'avait dit arrête quelques années, tu pourras reprendre peut-être quand tu auras 18-20 ans. Je me souviens avoir juste pleuré dans son cabinet. Mais je pense que un petit peu l'innocence de l'adolescence a fait que je me suis dit non, on va trouver une solution, on va faire autrement. Enfin, Et c'est là où tu forges un peu ton mental. Il paraît que tu as un gros mental. C'est dans cette période-là, notamment, c'est- il y a le point de départ, l'accroche de ce mental. Ouais, peut-être de manière un peu inconsciente, mais et c'est peut-être là aussi que je me suis dit je ferai les choses un peu différemment. Donc pendant cette année-là où je dois porter un corset, il faut savoir que c'est donc une fracture de naissance. Je suis née avec, elle s'est développée. D'accord. Elle se serait sûrement pas déclenchée d'ailleurs si je faisais pas du sport. Beaucoup de gens en fait naissent avec ces petits défauts dans le dos. Et je me dis moi juste quand je cours, il faut qu'après je mette un corset pendant 1 an et puis ce sera comme ça et dans 1 an je l'aurai plus et on reprendra quoi. Oui, tu l'as accepté. Donc, tu- Ouais. Ok. Donc on parle beaucoup d'athlétisme, mais au-delà de ça, tu t'intéresses à la culture, à l'écriture. Il paraît que tu écris même des poèmes. On va tout savoir. Tous ceux qui savent qui comptent pour moi ont forcément reçu un poème un jour dans leur vie. Ouais, j'aime beaucoup écrire. Alors, pas lire, même si j'aimerais bien. J'ai vraiment du mal à lire. Donc voilà, si quelqu'un a un peu des conseils à me donner, parce que je pense que c'est super de lire, mais j'ai du mal j'ai un cerveau un peu même très proactif. Et du coup, dans la lecture, je me sens trop passive. Passive. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que Ok. j'écris. Mais ouais, j'aime beaucoup écrire, du coup, lire des poèmes. Même, j'ai eu la chance d'avoir une maman, une famille qui m'a beaucoup éduquée sur la culture quand j'étais petite. Donc, on est beaucoup allé au théâtre, au musée, ce genre de choses. Et toujours maintenant, c'est des choses que j'aime beaucoup faire, ouais. D'accord. Et on a tellement de chance en France d'avoir un patrimoine culturel aussi riche. Enfin, et ça, voilà, par exemple, je pense que c'est un bon exemple. Quand je suis partie aux États-Unis, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a qu'en France qu'il
Il y a cette chose-là. qu'il y a vraiment cette culture de la culture et de l'histoire. Parce que à Eugene, on a un théâtre. Et moi, l'année où je suis arrivée, j'avais regardé la programmation. Et puis, j'avais demandé à une de mes coéquipières qui avait grandi à Eugene un petit peu ce qu'elle en pensait, etc. Et elle m'a dit qu'elle n'y était jamais allée. Et Ouais, ça paraît un peu incroyable. ouais, c'est ça. Alors De qu'en l'extérieur. France, même avec l'école, en fait, Oui. tout le monde va un jour découvrir des choses. Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai qu'il n'y a qu'en France qu'on fait toutes ces choses. Enfin, c'est super, quoi. Alors là, j'imagine que ton esprit est préoccupé par Paris 2024, mais est-ce que tu te projettes au-delà? Est-ce que tu penses à Los Angeles 2028, même 2032? Ta Ouais. carrière pro démarre tout juste après avoir eu ta carrière universitaire. C'est ça, exactement. Alors, j'ai la chance de faire du demi-fond. 22 ans sur le 10 000 mètres. Et j'essaie de me le rappeler. Des fois, quand je suis déçue ou frustrée de certaines choses, ça reste très jeune. Je pense qu'au championnat d'Europe, en 2022, j'étais la plus jeune sur le Sur la départ. course, sur Ouais. le 10 000. Ouais, et les meilleures aujourd'hui sur 10 000 mètres, elles ont plus 30 ans. Elles sont dans la trentaine, je dirais à peu près le pic de forme. Donc forcément, 2028, 2032, pourquoi pas un jour passer sur des distances même plus longues. Mais pour l'instant, chaque chose en son temps. Mais c'est sûr que je me vois dans le sport encore longtemps. Le marathon, alors, du coup. Un jour, Ouais. qui Mais la sait, le pression, hein. marathon. Il te met la pression. Non, mais plus long que 10 000. Ouais, plus long que 10 000, mais chaque chose en son temps. Après, pourquoi pas 10 000, ça peut être encore longtemps. Hein, Ouais. si... Tu disais tout à l'heure, Alessia, tu as un cerveau proactif. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de ton papa qui dit « Je crois que je n'ai jamais vu ma fille se poser auprès de la piscine l'été et bronzer. » Tu m'as dit aussi « Le cinéma, c'est pas possible pour moi, faut pas m'inviter, faut pas faire un date au cinéma parce que je ne tiens pas plus de 5 minutes. En tout cas, tu as besoin que ça bouge autour de toi, tout le temps. Et toi aussi, tu as besoin de bouger, de faire des choses, de se sentir active et créative et en tout cas de faire beaucoup de choses. Comment tu vis ça au quotidien? Ça doit pas être évident. Alors, je dirais pas que je suis une hyperactive parce que l'hyperactivité, c'est une vraie condition mentale et physique. Et moi, je suis pas du tout comme ça. Je sais aussi rien faire. Mais c'est vrai que j'aime bien combler mon temps. En fait, j'aime bien sentir que ce que je fais, c'est utile. Et je pense qu'il y a une chose que j'ai bien appris, par contre, que ce soit dans les derniers mois ou même les dernières années de manière générale, c'est qu'en fait, ne rien faire, c'est aussi utile, surtout quand on est sportif de haut niveau. Et ça, ce soit mes partenaires d'entraînement dans mon groupe d'entraînement à l'INSEP ou mon coach lui-même, ils m'ont répété ça beaucoup. Mais c'est vrai que ouais, j'aime bien me sentir utile pour moi-même ou utile pour la société. Si j'ai rien à faire, typiquement, je vais faire des gâteaux et je vais aller les distribuer dans mon domaine. Ouais. Bon, bah en tout cas, c'est super. Et par rapport aussi maintenant aux 5000 mètres, je voulais avoir une question un peu plus technique et sur les derniers résultats. On voit depuis 2020 que le record du monde sur 5000, par exemple, puisque tu as été championne de France, on le rappelle, sur cette distance, hein, 5000, 10 000, c'est des distances très très connectées. Le record du monde a été battu 3 fois depuis octobre 2020 sur le 5000, 2 fois l'année dernière. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut s'inquiéter, l'accélération des records du monde, ou est-ce que toi tu trouves au contraire que c'est plutôt positif, peut-être avec les nouvelles technologies, les nouvelles chaussures aujourd'hui qui se développent, que ça amène aussi un regard différent sur l'athlète, que les gens vont peut-être s'y intéresser. Quel est ton point de vue par rapport à ça? Alors, c'est vrai que tous ces records du monde qui tombent les uns après les autres, et on voit que les records du monde, parce qu'évidemment, mais en fait, si on s'intéresse à plus petite échelle, c'est tous les records de manière générale. Même moi, je vois dans mon université aux États-Unis, tous les records de l'école tombent cette année. Alors, on va pas rentrer dans la question du dopage, etc., parce que je pense que c'est pas le sujet, c'est pas utile. Et moi, je vis dans le monde des bisounours, personne n'est dopé. Non, je rigole. Mais je pense que c'est quelque chose de super, en fait. Tout simplement, les chronomètres évoluent avec leur temps. De plus en plus, l'entraînement, sans même parler des chaussures, hein, mais l'entraînement devient précis, calibré. Il y a plein de choses à faire qui apportent beaucoup. Moi, j'ai la chance à l'INSEP, dans notre groupe, on a François Chiron qui a fait des études scientifiques. Et par exemple, je le vois, lui, sur toutes les séances, il va réfléchir à quelque chose, à ce qui se passe dans notre corps, en prenant des données physiologiques, au-delà du chronomètre, en fait, physiologiques, Il analyse toutes etc. les datas, comme on peut le faire aujourd'hui, et il arrive à tirer après des plans d'entraînement. C'est exactement. Et en fait,
Alors, le sport, c'est quoi pour progresser? C'est mettre le corps à rude épreuve et s'adapter. Et c'est vraiment cette adaptation qu'il faut toujours s'adapter. Je pense que c'est un petit peu la force numéro 1 de tous les gens qui réussissent dans tous les domaines, c'est savoir s'adapter. Mais oui, je pense qu'aujourd'hui, que ce soit sur les techniques d'entraînement, sur les méthodes d'entraînement, sur les techniques de récupération, c'est les progrès qui sont faits. On peut s'entraîner, si on le veut, on peut s'entraîner dur tous les jours si on optimise la récupération. Entre grosses guillemets. Ça permet de... Ouais, le corps, il est plus fort, plus vite, plus longtemps. Et puis, tu l'as dit, l'évolution des chaussures, ouais, voilà. carbone. Les chaussures carbone, que maintenant, alors, à ne pas abuser. J'ai fait l'erreur une fois, je ne la ferai pas deux. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Ma fracture de fatigue naviculaire, je pense que bon, moi j'ai plein de facteurs qui ont fait que je suis plus sujette aux fractures de fatigue que d'autres personnes. Mais ouais, j'avais de la fatigue corporelle et j'ai ajouté T'as senti que ça avait pu influer sur la blessure? Okay. En fait, j'ai pas réfléchi sur le moment. On me l'a dit, et d'ailleurs, une étude a été faite parce que cette année-là, c'était 2022, il y a eu beaucoup de fractures de fatigue naviculaire. Il y a eu d'ailleurs 3 mois dans mon entourage. Et une étude a été faite que c'était les chaussures carbone, parce qu'en fait, tout simplement, le renvoi le choc est renvoyé sur un seul même endroit sur le pied. Ouais. Ok. Une petite dernière question, tu ne seras peut-être pas la seule du Nice Côte d'Azur Athlétisme qualifiée pour les Jeux. Il y a une vraie émulation au sein du club. On pense à Mackenson Gletti, à Margot Chevrier, on espère qu'elle sera remise à temps, à Camille Seri, peut-être Frédéric Dager. Il y a une vraie émulation au sein du club? Ouais, c'est vrai que je pense que de voir que ceux de notre entourage peuvent réussir, ça donne quelque chose. Que ce soit Margot Chevrier, Camille Seri, même Mackenson que j'ai rencontré que cette année, mais je les connais depuis longtemps. Camille Seri d'ailleurs, on était en chambre ensemble au championnat du monde scolaire, donc il y a 8 ans. 2017 peut-être. Ouais, c'est ça, de 7 ans. Et depuis, on est toujours restés en contact. Et moi, de l'avoir vu comme ça, d'année en année aussi grandir et évoluer, je me suis dit, waouh, c'est... pourquoi pas moi, pourquoi pas nous Utile en tout cas. Ouais, c'est ça, exactement. Super Alessia, merci en tout cas d'avoir fait le déplacement, d'être venue nous voir. Je pense que ça s'est bien passé, t'as l'air à l'aise. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. C'est mon tout premier plateau télé, donc merci beaucoup. C'est pour ça, on est très impressionnés. Il n'y a pas que sur la piste que tu nous impressionnes. Merci à toi Romain. Merci à vous. Merci en régie également à Sophie Doncé, Philippe Bertini, Karine Bautier et Chloé Wargard pour leur aide précieuse à la réalisation de cette émission. Vous le savez, on se retrouve dans 15 jours avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. C'était Les Yeux dans les Jeux avec la Caisse d'épargne Côte d'Azur, partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.